7 minutes, pas une de plus. C'est tout ce qu'il a fallu pour plonger les relations franco-britanniques dans un chaos sans précédent depuis le fiasco de Suez. 7 minuscules minutes pendant lesquelles Keir Starmer, sûr de son coup, a livré une plaidoirie enflammée en faveur du pacte stratégique AUKUS, vantant l'unité anglo-saxonne comme une évidence géopolitique et balayant d'un revers de main ce qu'il appelait, avec un calme tout britannique, les émotions un peu trop vives de la France. Face à lui, Sébastien Lecornu restait impassible, mais dans ses yeux brûlait cette flamme qu'on reconnaît juste avant une tempête diplomatique. Starmer, lui, pensait avoir brillé, exhibant ce mélange de sang-froid aristocratique et d'arrogance post-Brexit qui fait frissonner les couloirs de Whitehall. Mais dans cette salle glacée du sommet du G7, l'ambiance n'avait rien d'un cocktail international. Le silence pesait comme un couvercle prêt à exploser. Ce n'était pas une banale querelle douanière ou un désaccord migratoire. Non. On assistait à un duel idéologique, un face-à-face tendu entre deux lectures antagonistes du monde occidental. Starmer défendait la famille anglo-saxonne, fidèle à ses cousins d'outre-Atlantique et d'outre-Pacifique, quitte à snobber les partenaires du vieux continent. Lecornu, lui, en gardien rigide des promesses d'hier, réclamait fidélité, constance et respect entre alliés. Deux mondes, deux visions, une fracture en direct. Il y avait pourtant un signe, un détail glacial dans le comportement de Lecornu que Starmer aurait dû percevoir comme un avertissement. Ce calme trop parfait, cette rigidité maîtrisée qui tranchait net avec les échanges d'ordinaire feutrés entre Paris et Londres. En réalité, derrière les belles phrases techniques sur la coopération stratégique, se dissimulait une vérité brute que le Premier ministre britannique s'obstinait à ignorer. La France n'avait pas simplement vu s'envoler un contrat juteux. Elle venait surtout d'apprendre, avec une douleur muette, que ses amis de toujours étaient prêts à l'écarter sans scrupule, à la poignarder dans l'ombre pour servir leur propre jeu géopolitique. Ce qui allait suivre, un tremblement de terre dans les chancelleries occidentales, un coup de tonnerre au sein de l'OTAN, un choc frontal qui pourrait bien sonner le glas du partenariat spécial entre la perfide Albion et sa voisine d'outre-Manche. Mais pour vraiment saisir l'ampleur de cette claque diplomatique, il faut revenir à l'instant exact où la France, stupéfaite, découvrit dans la presse mondiale que ceux qu'elle appelait encore ses alliés tramaient depuis des mois son élimination, scalp chirurgical à l'appui. Pendant que personne ne se doutait de l'orage qui couvait, les équipes de Naval Group avançaient tranquillement sur ce qui était présenté comme le marché du siècle. 12 sous-marins conventionnels destinés à la marine australienne, une facture astronomique de 35 milliards d'euros, et derrière ce chiffre, des décennies de travail garanties pour les chantiers français, des milliers d'ingénieurs mobilisés, et surtout une place stratégique renforcée pour Paris dans l'Indo-Pacifique face à l'expansion chinoise. Tout semblait verrouillé, solide, intouchable. Puis, à 20h45 précise à Paris, le couperet tombe. Florence Parly, alors aux commandes du ministère des Armées, décroche un appel qui glace le sang. Au bout du fil, son homologue australien lui annonce que Canberra abandonne le partenariat français. Sans négociation, sans préavis. Pire encore, l'Australie s'apprête à rejoindre un accord clandestin avec Washington et Londres. Fini les sous-marins français. Place à une technologie nucléaire ultra sensible, jalousement gardée par les Américains et partagée uniquement avec les Britanniques. Avec une gêne presque théâtrale, le ministre australien tente d'arrondir les angles. Ce choix n'est dirigé contre personne. Nous explorons simplement une option technologique différente. Traduction non officielle, la France vient d'être sortie du jeu. Rien de personnel, disait-il. Juste 35 milliards partis en fumée. Et une décennie d'étroite collaboration rayée d'un trait, remplacée par un pacte anglo-saxon concocté en douce dans les coulisses de Washington, Londres et Canberra. Et là, la France n'a pas attendu. Le choc fut tel que l'histoire elle-même en frémit. Pour la première fois depuis l'Alliance fondatrice de 1778, Paris rappelait ses ambassadeurs de deux capitales majeures, Washington et Canberra. Macron évoqua un coup de poignard dans le dos. Jean-Yves Le Drian parla sans détour de trahison. Et, fait rarissime dans la vie politique française, de l'extrême gauche jusqu'à l'ultra-droite, tout le spectre s'est uni dans une même indignation contre cette perfidie made in Albion.
Mais ce qui fit vraiment bouillir Paris, ce n'était pas tant l'Australie ou les États-Unis, c'était le Royaume-Uni. Alors que Boris Johnson paradait fièrement devant les caméras, vantant les exploits de son Global Britain tout juste réinventé, les services français, eux, levaient le voile sur le vrai scénario. Londres n'était pas le figurant loyal que l'on croyait, mais bien le stratège de l'ombre. Ce n'était pas une alliance à trois, c'était une mise en scène. Et dans les coulisses, c'est le Royaume-Uni qui soufflait à Washington de rayer Paris de la carte pour bâtir un empire anglo-saxon flambant neuf dans le Pacifique. Ce que les agents français mirent au jour dans leurs dossiers classifiés avait tout d'un électrochoc. Dès l'année 2020, bien avant le scandale public, le MI6 avait repéré le contrat franco-australien comme un grain de sable gênant dans les rouages de la reconquête britannique dans l'Indo-Pacifique. Et ce n'était pas une intuition vague. Une note top secrète, exhumée plus tard par le Canard enchaîné, ne laissait aucun doute. On pouvait y lire noir sur blanc: la domination française dans le secteur naval australien met en péril nos ambitions post-Brexit. Il est impératif de renverser cette dynamique. À l'Élysée, la stupeur fut totale. Ce n'était pas une simple manœuvre commerciale, c'était une opération savamment orchestrée. Pas un mot à Paris, pas un signal d'alerte. Juste une stratégie méticuleuse pour éjecter la France d'un marché clé. Un conseiller d'Emmanuel Macron, furieux, résumait l'affaire ainsi: c'est du sabotage économique sous couvert d'amitié militaire. Et les séquelles de cette trahison ne se sont jamais vraiment refermées. 1 an et demi plus tard, malgré le changement de locataire au 10 Downing Street, rien n'avait bougé. Starmer avait beau se présenter en faiseur de paix avec l'Europe, il poursuivait, en toute discrétion, la ligne dure héritée de son prédécesseur. Même stratégie, nouvelle façade. Selon Londres, l'AUKUS, c'était le pilier de la sécurité occidentale. Et si Paris fronçait les sourcils, c'est qu'elle ne comprenait pas encore les subtilités géopolitiques du 21e siècle. Un discours condescendant que Starmer n'hésita pas à dérouler fièrement lors du G7 à Hiroshima. Mais là, il commet l'impair de tronc. En mettant le sujet sur la table, il offre à Lecornu exactement ce que ce dernier attendait depuis 1 an et demi. Un terrain public, mondial, pour régler ses comptes. Ce n'est pas un simple échange d'arguments qui se préparait. C'était un guet-apens. Car à Matignon, cela faisait des semaines que les équipes françaises affûtaient leurs armes. Un dossier aussi dense qu'explosif avait été assemblé, pièce par pièce, révélant les dessous peu glorieux du pacte anglo-saxon et les multiples faux-semblants diplomatiques de Londres. L'intention, clairement assumée. Non seulement rouvrir les plaies laissées par la trahison de 2021, mais surtout mettre à nu, devant les caméras du monde entier, le vernis craquelé de cette Grande-Bretagne globale qui voulait jouer au géant en piétinant ses anciens alliés. Dans les couloirs feutrés de la DGS, avenue de Tourville, un groupe restreint d'analystes triés sur le volet disséquait depuis des semaines le moindre document lié à l'affaire AUKUS. Et à la tête de cette opération chirurgicale, un homme revenu de l'ombre. Bernard Bachelet, ex-patron du renseignement extérieur français, revenu pour orchestrer une enquête aussi discrète que dévastatrice. Lors d'un briefing classé « Confidentiel défense », il glissa à Lecornu, le ton grave. « Monsieur le Premier ministre, nous avons la confirmation. Ce que Londres a fait n'est pas une simple manœuvre stratégique. C'est un sabotage pur et dur, maquillé en coopération. » Le contenu du dossier? Accablant. Pas moins de 15 réunions secrètes identifiées, tenues entre janvier et septembre 2021, réunissant les cerveaux de Londres, Canberra et Washington, toutes dans le dos de Paris, et cela malgré des accords censés garantir la transparence. Et tenez-vous bien, certaines de ces conspirations s'étaient déroulées pendant des sommets internationaux. Oui, vous avez bien lu. Pendant que Macron partageait un déjeuner cordial avec Boris Johnson au G7, persuadé de négocier en toute franchise, les conseillers britanniques, eux, filaient dans la salle d'à côté pour sabrer le contrat français avec les Australiens. De la trahison à l'état brut, lâchant un diplomate français hors micro. Et le pire, il restait encore à découvrir. L'équipe d'enquête mit la main sur une autre vérité accablante. Dès janvier 2021, des entreprises britanniques comme BAE Systems et Rolls-Royce planchaient déjà sur leur future collaboration avec l'Australie. Elles savaient donc que la France serait évincée, mais gardèrent le silence. Pourquoi?
pour garantir le coup de théâtre final. Bruno Le Maire, à la lecture du rapport, fulmina. Voilà une guerre économique dissimulée sous l'uniforme militaire. Un contournement pur des règles du commerce international. Ces révélations n'avaient fait qu'attiser la rage froide de Lecornu. Le moment de présenter la facture à Londres approchait. Le décor était planté, les projecteurs braqués, et Sébastien Lecornu n'était pas venu pour faire de la figuration. Le premier ministre français s'apprêtait à transformer la scène du G7 en véritable tribunal international, avec Londres dans le box des accusés. L'objectif ? Faire éclater la vérité sur une trahison méthodique et réclamer réparation pour les entreprises françaises sacrifiées sur l'autel des intérêts anglo-saxons. Cette opération n'avait rien d'un coup de sang improvisé. Elle avait été planifiée comme une offensive militaire. À ses côtés, Jean-Yves Le Drian, l'homme qui avait vécu l'humiliation de Locus en direct, lui avait tout transmis. Chronologie, preuves, coulisses. Sébastien, ce n'est pas une simple facture annulée. C'est le pacte de confiance entre alliés qui a été piétiné. Si ceux qu'on appelle nos amis peuvent nous trahir en silence, que vaut encore notre parole sur la scène internationale? Ces mots avaient laissé une trace indélébile dans l'esprit de Lecornu. Il ne s'agissait plus de défendre des contrats ou des chiffres. Il s'agissait de laver l'affront, de rappeler au monde que la France n'était ni naïve, ni sans mémoire. « Starmer va comprendre qu'on ne poignarde pas la France sans en payer le prix », confia-t-il calmement à ses plus proches conseillers. 15h30, heure de vérité. Hiroshima, salle comble. Starmer grimpe à la tribune comme un acteur entrant sur scène. Costume anthracite taillé au millimètre, cravate rouge travailliste nouée avec soin, l'élégance britannique dans toute sa splendeur. Il avait le port assuré de ceux qui croient encore aux vertus du flegme diplomatique. Le ton, lui, était étudié, tiré tout droit des bancs d'Oxford, calme, noble, vaguement condescendant. « Mesdames et messieurs, dirigeants du G7, je suis ici pour parler de sécurité partagée, de valeurs démocratiques, de notre devoir face aux nouveaux défis. » Derrière les mots polis, la manœuvre était claire. Justifier l'alliance AUKUS comme une nécessité stratégique. Une réponse logique et inévitable à la montée de la Chine dans le Pacifique. Il alternait références savantes et grands principes, appelant à la cohésion des démocraties, à l'unité contre les autocraties, à la flexibilité des alliances face aux réalités nouvelles. Mais derrière cette façade brillante, Lecornu savait ce qui se cachait. Une dissimulation bien huilée, une trahison enveloppée dans du velours. Et il était prêt. Avec un aplomb théâtral, Starmer s'était lancé dans une ode à Locus, qu'il décrivait, le ton vibrant, comme le summum de la coopération technologique entre démocraties éclairées. Selon lui, ce pacte n'était pas une mise à l'écart de ses partenaires, mais une noble entreprise au service de la paix mondiale, fondée sur l'échange d'innovations de pointe entre pays civilisés. Puis, le moment de trop arriva. Nous comprenons que nos amis français aient pu ressentir une forme de frustration face aux récentes décisions australiennes. Mais le monde d'aujourd'hui impose des choix rapides, parfois discrets. Ce qui compte, ce n'est pas le fournisseur, c'est l'unité des démocraties face aux régimes autoritaires. Traduction, on vous a mis de côté, mais ce n'est pas grave. Une claque à peine déguisée, que Starmer ne se priva pas d'aggraver. La France reste un partenaire essentiel sur le continent européen, évidemment. Mais dans la zone Indo-Pacifique, disons que d'autres alliances sont plus naturelles. Il faut savoir reconnaître les frontières de son influence. En clair, restez en Europe, le Pacifique, c'est notre terrain. Et là, silence glacé dans la salle. Cette phrase, aussi bien calibrée qu'une frappe chirurgicale, fut ressentie comme une gifle monumentale par la délégation française. Starmer venait de dire à voix haute ce que Londres pensait tout bas, que la France n'avait pas sa place dans les affaires du Pacifique. Autour de la table, quelques dirigeants échangèrent des regards lourds de gêne. Une ligne rouge venait d'être franchie. Mais le premier ministre britannique, galvanisé par l'absence de réaction visible, interpréta le silence comme un feu vert et décida d'enfoncer le clou.
L'AUKUS est la preuve vivante que le Brexit n'a pas isolé notre nation. Il nous a libérés des chaînes de Bruxelles pour nous permettre de bâtir des partenariats ambitieux avec nos véritables alliés, ceux qui partagent notre langue, notre culture, notre vision. Cette fois, ce n'était plus une simple mise à l'écart de Paris. C'était une attaque frontale contre toute l'Union européenne. Dans la délégation française, les visages se fermaient comme des trappes de blindés. Le cornu, lui, restait impassible. Mais chaque mot de Starmer semblait gravé au burin sur son calepin noir. Et ce calme inquiétait plus que n'importe quelle colère. Starmer conclut son plaidoyer avec une dernière tentative de conciliation, ou de condescendance, selon où l'on se plaçait. J'ose espérer que nos amis français parviendront à surmonter leur contrariété légitime pour s'unir à cette vision partagée de la sécurité occidentale. Le jugement de l'histoire saura, en temps voulu, trancher. Des mots choisis, une posture magnanime. Mais dans la salle, la réaction fut glaciale. Des applaudissements polis, sans conviction. Seuls les délégués américains et australiens eurent un sourire franc, visiblement soulagés d'avoir entendu leur ligne défendue. Mais soudain, tous les regards se tournèrent. Le cornu s'était levé, droit comme un commandant avant bataille, calme, précis, avec cette prestance rare qu'on ne fabrique pas. Elle s'hérite d'une génération forgée par l'honneur militaire. Il gravit lentement les marches de la tribune, s'arrêta, croisa le regard de Starmer sans ciller. Puis d'une voix d'acier enveloppée de velours, il lâcha. « Monsieur le Premier ministre Starmer, merci pour ce brillant exposé de stratégie mondiale. À mon tour maintenant de vous expliquer ce que signifie réellement le mot « alliance » entre nations civilisées. » Et ce fut le début d'un duel. Mais pas à fleuret moucheté. Le cornu ouvrit calmement un dossier noir de sa serviette, un épais recueil de vérités embarrassantes. Puis il commença, point par point, froidement, implacablement. Chaque phrase était une lame, et personne dans cette salle n'était prêt pour ce qui allait suivre. Le cornu ne tourna pas autour du pot. Vous invoquez l'urgence et le secret pour justifier vos choix. Très bien. Alors, parcourons ensemble, étape par étape, la mécanique précise de ce que j'appelle une trahison. Le terme claqua dans l'air comme un coup de feu. Trahison. Un silence glacial tomba sur la salle. Le cornu enchaîna, implacable. Début 2021. Vos services entament des discussions discrètes avec Washington pour faire sortir la France du jeu australien. Quelques semaines plus tard, BAE Systems et Rolls-Royce commencent à bâtir leurs propositions. Juin. Tandis que le président Macron déjeune cordialement avec Boris Johnson au G7 des Cornouailles, vos émissaires négocient dans un salon voisin avec les représentants australiens. Chaque phrase était une gifle, chaque date une balafre. Starmer tenta de reprendre la parole. « Monsieur le Premier ministre, ces accusations, coupe sèche. Ce ne sont pas des accusations, ce sont des éléments vérifiés par nos services de renseignement. » Puis le cornu porta l'estocade finale. Septembre 2021. Vous dévoilez AUKUS sans le moindre avertissement à Paris. Nous découvrons tout dans les médias. Résultat, 65 milliards envolés, 4000 emplois sacrifiés, une décennie de coopération pulvérisée. Et vous osez appeler cela de la géopolitique responsable? Dans la salle, personne ne respirait plus. On aurait entendu une mouche voler. La salle entière retenait son souffle, pendu aux mots de Lecornu. Starmer, blême, tentait de reprendre le contrôle du navire en train de sombrer. Ce qui compte, c'est l'unité occidentale face à la Chine. Mais à peine est-il terminé que Lecornu trancha, net comme une lame. L'unité. Vous appelez ça de l'unité quand on poignarde ses alliés dans le dos? Quand on vole des informations confidentielles pour torpiller leurs offres commerciales? Ce n'est plus de la concurrence, c'est du pillage déguisé. L'accusation d'espionnage frappa comme un éclair. Les visages se tendirent. Starmer secoua la tête furieux. C'est complètement faux. Mais Lecornu n'était pas venu les mains vides. Vraiment? Alors expliquez-moi comment ce rapport du GCHQ, daté de mai 2021, qui analyse nos propositions techniques, s'est retrouvé entre vos mains. Si ce n'est pas du renseignement volé, qu'est-ce que c'est?
Et alors que Starmer vacillait, le cornu enfonça encore plus profond. Parlons chiffres, puisque vous aimez parler d'alliances naturelles. Commerce France-Royaume-Uni, 67 milliards par an. Commerce Royaume-Uni-Australie, 13. Vous avez sacrifié un partenaire stratégique pour une illusion impériale. Vous appelez ça de la stratégie? Moi, j'y vois surtout de l'aveuglement. L'impact était net. Les chiffres avaient parlé. Mais le cornu ne comptait pas s'arrêter à l'économie. Il allait maintenant frapper au cœur de la mémoire britannique. Monsieur le Premier ministre, laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Quand Londres était sous les bombes d'Hitler, qui était là? La France libre. En Normandie, qui débarquait avec vos troupes? Des soldats français. Et lors de la guerre des Malouines, qui a défendu votre position au Conseil de sécurité de l'ONU? Toujours la France. Un à un, ces rappels historiques martelaient l'idée que la loyauté de la France n'avait jamais failli. Et en retour, comment nous traitez-vous? En nous espionnant, en nous trahissant, en nous excluant de vos alliances naturelles. Eh bien, Monsieur Starmer, si ça c'est votre conception de l'amitié, alors franchement, nous préférons vos ennemis. Cette dernière phrase, acérée comme une dague, fit mouche. Quelques sourires crispés apparurent sur les visages des dirigeants présents. Starmer tenta une ultime riposte, à peine audible. Le Pacifique, c'est une zone clé. Mais le cornu le coupa à nouveau, implacable. Parlons-en du Pacifique. Vous oubliez que la France y est chez elle. Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis et Futuna. 2 millions de nos concitoyens y vivent. Et vous venez nous dire que nous n'avons rien à faire là-bas? Le silence qui suivit était celui des grandes chutes. Quelque chose venait de basculer. Monsieur Starmer, commencez par revoir votre atlas avant de distribuer des leçons en géopolitique. La phrase avait fusé comme une flèche, et dans la salle, certains diplomates esquissaient un sourire gêné. Starmer, lui, blêmissait à vue d'œil. Il venait de se faire corriger comme un étudiant mal préparé à son propre cours. Mais le cornu n'avait pas dit son dernier mot. Il gardait l'arme lourde pour la fin. Ce qu'il y a de plus grave dans cette affaire, ce n'est même pas le contrat perdu. C'est la confiance brisée. Comment voulez-vous bâtir une coopération solide avec des partenaires qui trichent, qui nous mentent en face, qui nous espionnent dans l'ombre et nous trahissent dès que leurs intérêts vacillent? Puis vint la phrase qui allait se graver dans les annales diplomatiques. L'AUKUS, ce n'est pas une alliance, Monsieur Starmer. C'est un club privé d'anciens empires coloniaux anglophones qui n'ont jamais supporté de traiter la France comme leur égal. Eh bien, soit. Sachez-le une bonne fois pour toutes. La France ne viendra plus jamais quémander votre amitié. Vous avez fait vos choix, nous ferons les nôtres. Et là, silence total. Pas un souffle. Le genre de silence qui hurle plus fort qu'un discours. Starmer, désemparé, chercha à sauver la face. Il murmura quelques mots vagues sur le besoin de dialogue et coopération, mais sa voix ne portait plus. Le masque était tombé, et l'écho de sa solitude résonnait dans toute la salle. Le séisme fut immédiat et planétaire. En moins de 2 heures, les extraits de la confrontation Le Cornu-Starmer étaient partout. Sur les réseaux sociaux, les chaînes d'infos continues, les unes des grands journaux. Le hashtag Le Cornu versus Starmer, caracolé en tendance mondiale, enflamme les débats dans tous les fuseaux horaires. Le public se scindait en 2 camps. D'un côté, ceux qui saluaient la gifle diplomatique française comme un retour de la fierté tricolore. De l'autre, ceux qui s'alarmaient d'un effondrement symbolique de l'unité occidentale, notamment au Royaume-Uni, où la fracture devint criante. Les médias conservateurs britanniques, menés tambour battant par The Telegraph et The Times, hurlèrent à l'orgueil blessé et au « chantage à la française ». Mais la presse de gauche adopta un ton plus nuancé. The Guardian, The Independent, plusieurs chroniqueurs même modérés admettaient la colère française n'était pas dénuée de fondement. Et ce qui devait inquiéter le plus Starmer, c'était l'opinion publique. D'après un sondage YouGov sorti 48 heures plus tard, 43% des Britanniques estimaient que leur gouvernement avait mal géré l'affaire.
Pour un chef d'État qui prônait la réconciliation post-Brexit, c'était un coup sévère à la crédibilité. Pendant que Starmer vacillait sous les critiques à domicile, la France, elle, assistait à un véritable raz-de-marée de soutien. Un sondage tombé quelques heures après la confrontation donnait un verdict sans appel. 73% des Français approuvaient la prise de position de Lecornu. Et pour la première fois depuis bien longtemps, un dirigeant français venait de remettre publiquement les Britanniques à leur place, sans trembler, sans s'excuser. Ce moment de bravoure transcendait les clivages politiques. De l'extrême droite à la gauche radicale, tout le monde applaudissait. L'administration Biden, coincée entre deux alliés censés être complémentaires, se retrouvait dans une impasse diplomatique. Les accusations d'espionnage lancées par Lecornu mettaient Washington dans l'embarras le plus total. Désavouer Londres, c'était se tirer une balle dans le pied. Mais se taire, c'était assumer une complicité gênante. Résultat, un silence inconfortable. Mais ce n'était que le début, car quelques jours plus tard, le Congrès américain commença lui aussi à tousser. Plusieurs sénateurs démocrates, emmenés par Chris Murphy, appelèrent à réexaminer l'alliance AUKUS. Motif? Préserver l'unité occidentale, mise à mal par un excès de duplicité. 6 mois après cette joute mémorable, les relations franco-britanniques touchaient le fond. Un niveau de tension inédit depuis l'affaire de Suez. Et lors du Conseil européen suivant, plusieurs chefs d'État vinrent discrètement lui glisser quelques mots d'admiration. Un petit mot ici, un hochement de tête là, mais dans le langage feutré de la diplomatie, c'était un triomphe. Et c'était Mais derrière le rideau de diplomatie, une opération secrète prenait forme, sous le nom de code interne DAL, clin d'œil ironique au labyrinthe de mensonges tissés par Londres. Une trentaine d'agents français, disséminés entre Londres, Washington, Canberra et d'autres capitales clés, étaient mobilisés avec une précision chirurgicale. 2 missions principales guidaient cette armada invisible. 1. Reconstituer minutieusement la chronologie de la trahison pour mettre un visage sur chaque manœuvre et identifier les responsables. 2. Collecter des preuves indiscutables de l'espionnage économique orchestré par Londres contre les fleurons industriels français. Monsieur le Premier ministre, avait expliqué le directeur de la DGSE lors du briefing initial. Nous ne pouvons tolérer cette humiliation. Mais pour riposter efficacement, il nous faut savoir exactement qui a agi, quand et comment. Cette opération nous donnera les munitions nécessaires pour exposer la duplicité britannique au monde entier. Les résultats dépassèrent toutes les attentes. Grâce à l'infiltration des réseaux de communication de plusieurs entreprises de défense britanniques et à un recoupement méticuleux avec les écoutes diplomatiques classiques, les Français reconstituèrent un puzzle édifiant de tromperies anglo-saxonnes. Le joyau le plus explosif, un mémorandum interne du MI6 daté du 18 janvier, mis entre les mains d'un agent infiltré français. Ce document dévoilait l'opération Pacific Crown, dont le but était clair et cynique: neutraliser l'influence française dans l'Indo-Pacifique par tous les moyens. Le plan britannique était implacable. Objectif principal, écarter Naval Group du contrat australien en proposant une alternative plus performante. Objectif secondaire, isoler la France des discussions stratégiques cruciales dans le Pacifique. Objectif tertiaire, démontrer que la Global Britain post-Brexit pouvait rivaliser avec les ambitions traditionnelles françaises. Chaque ligne confirmait les pires soupçons français. L'AUKUS n'était pas une réponse à la menace chinoise, mais une opération délibérée conçue pour humilier Paris et imposer la suprématie britannique après le Brexit. Pour Bruno Le Maire, le verdict tomba sans détour. On ne parle plus de partenariat. On parle d'une offensive économique camouflée sous uniforme militaire. Et pourtant, ce document n'était que la partie émergée de l'iceberg. Car l'opération DAL allait mettre au jour une cascade de pratiques bien plus compromettantes encore. Les enquêteurs français recensèrent au moins 23 actions d'espionnage britanniques visant directement des groupes industriels français. Thales, Dassault, Safran, Airbus. Aucun grand nom de la défense hexagonale n'avait été épargné. Londres ne s'était pas contenté d'observer. Les services britanniques avaient plongé tête la première dans les secrets industriels français, avec une intensité rarement observée entre pays censés être alliés.
L'épisode le plus choquant concernait les discussions ultra confidentielles entre Dassault et l'Inde autour de la vente des Rafales. Les services français découvrirent que le GCHQ avait intercepté, décrypté et aspiré pendant 6 mois l'ensemble des échanges entre Paris et New Delhi avant de transmettre ces informations sensibles à BAE Systems pour l'aider à monter une offre concurrente. Éric Prappier, patron de Dassault, entrant dans une colère noire. Ce n'est pas du commerce, c'est une tricherie institutionnalisée, un État qui organise la concurrence déloyale. À l'Élysée, le choc fut immense. Emmanuel Macron convoqua un conseil de défense exceptionnel pour analyser les conclusions de Dalle. Furieux, il lança « Comment peut-on se prétendre allié tout en nous surveillant comme des ennemis? Cette duplicité britannique doit cesser, et ils devront en payer le prix. » C'est à ce moment précis que le Cornu reçut carte blanche pour préparer une contre-offensive diplomatique d'une ampleur inédite. Il ne s'agissait plus de simples protestations protocolaires. L'objectif était désormais clair, exposer publiquement la mécanique de la duplicité britannique afin de dissuader Londres de recommencer. Pour cela, le Cornu mit sur pied une cellule de crise composée des meilleurs spécialistes français du monde anglo-saxon. Parmi eux, Sylvie Berman, ancienne ambassadrice à Londres et fine stratège des comportements britanniques, joua un rôle clé. Lors d'une réunion confidentielle à Matignon, elle expliqua « Les Britanniques tiennent énormément à leur image de partenaires loyaux. Leur diplomatie repose sur le mythe du fair play. Si nous prouvons qu'ils espionnent leurs alliés, ce mythe s'effondre, et avec lui, leur crédibilité. » Cette analyse devint la colonne vertébrale de la stratégie française. Plutôt que de s'enliser dans des débats techniques sur l'AUKUS, le Cornu frapperait là où ça fait le plus mal, l'honneur, la réputation et l'orgueil britannique. Non pas avec des slogans, mais avec des preuves. Pour compléter le tableau, le Cornu avait aussi fait appel à une voix respectée des cercles militaires, l'ancien amiral Pierre Vendier, ex-chef d'état-major de la Marine nationale. Son diagnostic fut sans détour. Sébastien, ce pacte est une aberration opérationnelle. Les sous-marins nucléaires promis par les Américains et les Britanniques n'arriveront pas avant des années. Ils ont préféré flatter leur ego géopolitique plutôt que garantir une réelle capacité de défense. Cette lecture technique renforçait l'arsenal français. L'AUKUS n'était pas seulement une gifle diplomatique, c'était aussi un non-sens stratégique qui fragilisait la posture occidentale dans le Pacifique. Sur le terrain économique, Agnès Pannier-Runacher, en charge de l'industrie, apporta une autre pièce au dossier. Elle dressa un inventaire glaçant des dégâts causés à l'économie française. 65 milliards d'euros partis en fumée. C'est l'équivalent du budget annuel de l'éducation nationale. 4 000 emplois supprimés, 12 000 autres menacés. Puis elle conclut, amère, « Pour satisfaire leurs ambitions géopolitiques, les Britanniques ont sacrifié des familles françaises. » Ces chiffres donnaient soudain un visage humain à ce qui jusque-là ressemblait à un simple bras de fer diplomatique. Ce n'était plus une querelle entre chancelleries. C'était un drame social. Le Cornu comprit alors qu'il tenait une arme redoutable, l'émotion. Et il comptait bien s'en servir pour retourner l'opinion mondiale contre l'ombre. Mais l'innovation majeure venait d'ailleurs. Pour la première fois, la France s'apprêtait à mener une bataille diplomatique sur les réseaux sociaux. Anne-Sophie Bradel, directrice de la communication de Matignon, conçut une stratégie numérique digne des grandes campagnes politiques modernes. Monsieur le Premier ministre, aujourd'hui, les peuples pèsent autant que les ambassades. Si nous faisons de Starmer l'incarnation de la duplicité britannique, nous aurons gagné la guerre de l'image. Une révolution culturelle pour un pays habitué aux notes verbales et aux couloirs feutrés. L'équipe de Le Cornu élabora plusieurs scénarios. S'il nie l'espionnage, diffusion immédiate des preuves. S'il minimise l'impact économique, témoignage d'ouvriers licenciés. S'il invoque l'unité occidentale, rappel public des trahisons britanniques passées. Une véritable planification de type militaire appliquée à la communication. Le message était clair. Plus jamais Paris ne se laisserait marcher dessus. Cette fois, nous sommes armés, confia Le Cornu à ses proches. Et Starmer va apprendre que la France s'est ripostée.
Les 3 semaines précédant le G7 d'Hiroshima s'étaient transformées en un véritable entraînement de siège dans les salons feutrés de Matignon. Chaque détail était répété, chaque mot pesé. Sylvie Bermann incarnait Starmer avec une précision quasi obsessionnelle. Accent, diction, tic rhétorique et toutes ces pirouettes diplomatiques qui lui servaient d'écran de fumée. « Monsieur le Cornu, vous renforcez la sécurité occidentale », lançait-elle, oxfordien impeccable. « Madame l'ambassadrice, en espionnant vos alliés, vous ruinez la confiance de l'Occident », répliquait le Cornu, froid comme un lac gelé. À chaque simulation, son art de la contre-attaque se peaufinait, son timing se resserrait. Même la gestion des émotions était orchestrée. Un psychologue spécialisé enseignait à Le Cornu comment rester glacial sous la pression, transformer la provocation en argument irréfutable. « Starmer va tenter de vous déstabiliser. Votre arme est le calme absolu. Laissez vos faits parler à votre place. » Et lors de l'affrontement final, cette discipline mentale fit toute la différence. Tandis que Starmer perdait peu à peu contenance sous les révélations françaises, Le Cornu restait impassible, sa maîtrise donnant à chaque accusation une portée dévastatrice. Le trajet vers Hiroshima s'était déroulé dans une atmosphère de concentration totale à bord de l'Airbus A330 présidentiel. 12 heures de vol à mémoriser chaque détail, à répéter silencieusement chaque argument de son dossier d'accusation. Autour de lui, son équipe fonctionnait comme un état-major en campagne. Vérification des documents, ajustement des stratégies, révision des répliques. Sylvie Bermann le rappelait sans cesse. « Rappelez-vous, Sébastien, vous ne défendez pas seulement les intérêts français. Vous incarnez la voix de tous les pays qui en ont assez de la duplicité anglo-saxonne. Beaucoup pensent comme nous, mais n'osent le dire. Soyez leur voix. » Chaque mot renforçait sa détermination. Cette confrontation n'était plus un simple règlement de compte entre Paris et Londres. C'était une bataille pour la loyauté et la transparence dans les alliances occidentales, où chaque argument, chaque geste, chaque silence comptait. À Hiroshima, l'ambiance était électrique bien avant que la première discussion officielle ne commence. Chaque couloir, chaque hall semblait vibrer d'une tension palpable. Tout le monde savait qu'un choc frontal se préparait entre Londres et Paris. Les journalistes internationaux flairaient l'orage à venir. Les envoyés britanniques et français se livraient à une bataille d'influence préventive, essayant chacun de façonner les récits avant même que les débats ne s'ouvrent. Dans le camp britannique, l'inquiétude se lisait sur les visages. Les services de renseignement de Londres captaient des signaux alarmants. Les Français préparaient quelque chose de majeur contre le coup. Mais personne n'avait idée de l'ampleur réelle du dossier que Paris avait méticuleusement compilé. « Les Français vont critiquer le locus, comme d'habitude », prévint un conseiller de Starmer. « On répondra avec nos arguments classiques sur la sécurité du Pacifique. » Une routine diplomatique, somme toute, mais cette fois, sous-estimer Paris allait coûter très cher au Royaume-Uni. La nuit précédant l'affrontement, un appel inattendu fit vibrer le téléphone de Le Cornu. À l'autre bout du fil, Ursula von der Leyen. « Sébastien, toute l'Europe compte sur vous. Il est temps de rappeler aux Anglo-Saxons que notre continent n'est pas un figurant dans leurs pièces. » Un message bref, mais lourd de sens. Ce soutien discret, venu du sommet de l'Union européenne, agit comme un électrochoc. Le Cornu comprit qu'il ne portait plus seulement la voix de Paris. Il incarnait désormais une Europe lassée d'être méprisée depuis le Brexit. À l'aube, à 6h30 précise, dans sa suite du Riga royal, il relisait ses notes une dernière fois. Concentré. Silencieux. Aujourd'hui, je vais dire à Starmer et au monde ce que les Européens pensent réellement de la duplicité britannique. Londres ne nous piétinera plus jamais sans conséquence. Dès son arrivée au centre de conférence d'Hiroshima, il ressentit une agitation hors norme. Plus de 300 journalistes, un chiffre jamais atteint pour un G7. Les objectifs des caméras du monde entier étaient déjà braqués sur les deux hommes. Dans l'hémicycle, la tension était presque physique. Personne ne s'attendait à un simple échange protocolaire. Ce qui allait se jouer ressemblait davantage à un tribunal diplomatique, avec le Cornu dans la peau du procureur et Starmer dans celle du prévenu. Starmer prit la parole pour défendre le coup. Le Cornu l'écouta sans broncher, tel un prédateur analysant sa proie. Chaque phrase, chaque justification, chaque tentative d'enrobage était classée,
disséqué, programmé pour être anéanti. C'est exactement le discours prévu. Supériorité morale, vernis géopolitique, banalisation de la trahison française. Je vais démonter tout cela pièce par pièce. Et comme prévu, en terminant son plaidoyer, Starmer venait d'ouvrir lui-même toutes les brèches nécessaires à une riposte écrasante. Ses arguments sur l'exclusion française, ses louanges aux alliances naturelles anglophones, sa minimisation du ressentiment français, tout avait déjà été anticipé et tout était prêt à être pulvérisé. C'est dans un silence presque religieux que le Cornu livra sa performance historique, transformant chaque révélation, chaque document, chaque argument en une arme chirurgicale capable de trancher la crédibilité britannique aux yeux du monde. Mais l'assistance du G7 n'avait aperçu qu'une partie du spectacle. Derrière l'éclat des faits se cachait une stratégie psychologique d'une subtilité redoutable. Formé par les maîtres français de la guerre mentale, le Cornu appliquait en direct des techniques de destruction contrôlée, pensées pour écraser méthodiquement un adversaire politique. Première tactique, l'accumulation de preuves. Chaque accusation était immédiatement soutenue par des documents irréfutables, annihilant toute tentative de dénégation. Deuxième tactique, l'escalade émotionnelle. Les révélations s'enchaînaient selon leur intensité, culminant avec l'espionnage économique pour frapper là où ça fait le plus mal. Troisième tactique, l'inversion des rôles. Plutôt que de se défendre, Starmer devenait l'accusé obligé de justifier ses actes devant le monde. Quatrième tactique, l'isolement moral. En rappelant l'histoire des solidarités franco-britanniques, le Cornu transformait la trahison perçue en faute morale impardonnable. Cette maîtrise technique expliquait l'ampleur dévastatrice de l'impact sur l'opinion publique. Ce n'était plus une simple manœuvre diplomatique, mais une leçon magistrale de démolition psychologique appliquée à un adversaire politique. L'onde de choc dépassa toutes les attentes. En quelques heures, les extraits de la confrontation étaient traduits en 31 langues et diffusés sur tous les continents. Les universités de relations internationales improvisèrent de débats d'urgence. À Harvard, le professeur Joseph Ma commenta « En 7 minutes, le Cornu a réécrit les règles de la diplomatie contemporaine. Il a montré qu'on pouvait démolir un adversaire par les faits et non par les menaces. » À Oxford, le professeur Ranter conclut « C'est un tournant majeur pour les relations occidentales. Plus jamais un dirigeant européen ne laissera les anglo-saxons décider seuls de l'avenir de l'Alliance. » Mais ce qui fit le plus de bruit à l'international fut peut-être la réaction des services de renseignement. Lorsque le Cornu exhiba publiquement des documents secrets britanniques, il franchit un seuil que personne n'osait toucher. Un responsable de la CIA l'expliqua clairement. Révéler l'espionnage entre alliés, c'est changer toutes les règles du jeu diplomatique. Cette audace française ne passa pas inaperçue. Elle devint rapidement une source d'inspiration. L'Allemagne commença à questionner publiquement les écoutes américaines mises au jour par l'affaire Snowden, tandis que l'Italie exigeait des explications sur l'espionnage économique britannique touchant ses entreprises. Pour la première fois, l'Europe comprit qu'elle pouvait tenir ses alliés responsables de leurs actes. 6 mois après cet épisode historique, les répercussions géopolitiques étaient profondes et durables. Les relations franco-britanniques restaient glaciales, mais la France avait gagné en crédibilité et influence à l'échelle mondiale. Le Cornu s'était imposé comme le symbole d'une Europe refusant de se laisser humilier par les puissances anglo-saxonnes. L'affaire AUS avait également accéléré la prise de conscience. L'Europe devait développer ses propres capacités militaires et technologiques, réduire sa dépendance et protéger ses intérêts. Ce tournant culmina lors du sommet européen de Prague en décembre, marquant une véritable révolution dans la diplomatie occidentale. Pour la première fois, les 27 États de l'Union européenne adoptèrent une charte de loyauté entre alliés, imposant transparence totale et interdisant l'espionnage économique entre partenaires. Wolfgang Schinger, ancien président de la conférence de Munich sur la sécurité, résuma « L'effet Le Cornu a libéré la parole européenne. Aujourd'hui, l'Europe ose dire non aux États-Unis et au Royaume-Uni lorsque ses intérêts sont menacés. » Le Cornu, quant à lui, n'était plus seulement Premier ministre, il était devenu une figure mondiale de la résistance européenne.
Face aux manipulations anglo-saxonnes, son discours du G7 d'Hiroshima est désormais étudié dans toutes les écoles diplomatiques comme un modèle de courage politique et de maîtrise stratégique. L'histoire retiendra que ce jour de mai 2026, dans une salle de conférence d'Hiroshima, un homme armé de la seule vérité infligea une défaite diplomatique historique à l'un des plus anciens alliés de la France. Par cette victoire de la transparence sur la duplicité, de l'honneur sur la trahison, il ouvrit la voie à une Europe capable de défendre enfin ses intérêts face aux grandes puissances.